Merde, Windows 95 encore planté. Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais la présentation pas physique, mais la présentation du Tandy 1000. Donc, ça va surtout être la présentation physique. Oui, voilà, en effet. Donc, puisque j'ai vu qu'il me manque le clavier, je ne pourrais pas vous montrer vraiment de logiciel conçu pour cette machine-là. Donc, le Tandy 1000 SX, donc on va commencer par un petit cours d'histoire. Les ordinateurs Tandy ont pas commencé par les Tandy 1000. Au tout début, Tandy a commencé à faire le TRS 80 et tous les ordinateurs qui en sont descendants. Et avec le succès de l'IBM PC, Tandy s'est dit que ce serait bien de faire une copie. Donc, quand IBM, mais quand Tandy se sont lancés sur le marché des PC, le tout nouveau, tout frais de chez IBM était le PC Junior. Et voilà, donc Tandy a fait un clone du PC Junior qui avait les mêmes spécificités, donc une carte graphique qui pouvait afficher 16 couleurs en même temps, une carte son 3 voix, et voilà, d'autres petits trucs. Donc, cette machine-là a été basée sur un ordinateur qui n'était pas conçu que pour faire de la bureautique, mais aussi pour jouer un peu. Tandy ont un peu amélioré l'architecture un peu à leur sauce. Donc, voilà, Tandy est un OEM, donc ils vont pas s'empêcher de modifier le tout. Et voilà, donc le tout premier a été le Tandy 1000, sans de lettres à côté, qui lui est sorti en 1984 et qui a été produit quelques temps après, qui a été continue d'être produit quelques temps après. Et une des mises à jour a été le SX. Donc, le Tandy 1000 de base, le modèle minimum venait avec 128 kilooctets et pouvait être augmenté jusqu'à 640 kilooctets si je me souviens bien. Tandis que le Tandy 1000 SX, lui, venait de base avec 368, je crois, kilooctets. En tout cas, c'est 128 plus 256. Donc, il venait avec ça de RAM, mais on pouvait l'augmenter jusqu'à 640 kilooctets pour ceux qui avaient des grosses applications. Et ce modèle-ci a été augmenté à 640 kilooctets, Dieu merci. Donc, cette machine-là est équipée d'un 8088 et n'a pas de coprocesseur. Cette machine est en fait un PC XT au niveau des performances et de la compatibilité, mais que ce soit une copie du PC Junior, c'est quand même voilà, on va dire que c'est un PC XT. Voilà. Donc juste pour rester simple, donc un compatible XT ou un clone XT, appelez-le comme vous le voulez. Voilà, ces machines-là, bien entendu, les SX sont sortis un peu après, en 1986. Et ces machines-là étaient des machines pour tout public qui coûtaient pas très cher. Je crois qu'un modèle tout équipé avec écran, clavier, 2 lecteurs de disquette coûtait 2000 quelques dollars, je crois. Donc voilà, c'était pas très très cher, mais bon. Si vous vouliez avoir du bas de gamme pas trop cher, vous achetiez le HX par exemple, qui était un clavier tout en un avec un lecteur de disquette intégré, et je crois que il y avait 256 kilooctets de mémoire de base. Mais bon. Donc, je crois avoir à peu près fait l'historique de cet ordinateur-là. Je peux aussi vous parler des configurations. Donc cet ordinateur-là, vous pouviez l'avoir en plusieurs configurations avec un lecteur de disquette, avec 2 lecteurs de disquette,
avec un disque dur, un lecteur de disquette, un disque dur, deux lecteurs de disquette. Il y en a qui avaient le hard card à l'intérieur, c'est un disque dur sur une carte ISA. Il y en a qui faisaient installer un disque dur dans la baie 5 pouces ici. Et aussi, il faut savoir que c'était que les lecteurs de disquette 5 pouces qui étaient disponibles. En 86, les gens fournissaient pas vraiment de lecteurs de disquette 3 pouces et demi dans les PC. C'était pas encore extrêmement répandu. Quand ce Tandy 1000 est sorti, disons que c'était pas encore très répandu les disquettes 3 pouces et demi. À l'avant, on peut voir ici, on a quelques connectiques. Donc on a un gros bouton rouge reset, franchement c'est bien. On a un entrée clavier, donc on peut voir que l'entrée est différente de celle des claviers XT, qui est du DIN 5 broches. Donc c'est un clavier spécifique propriétaire de chez Tandy. En gros, c'est un clavier qui communique en série, mais ce n'est pas par exemple du RS-32 ou autre, c'est un clavier que Tandy avait développé pour leur autre ordinateur, une sorte d'autre ordinateur que Tandy avait développé qui n'avait pas été très populaire. Donc pour économiser un peu d'argent, ils ont mis leur clavier qu'ils avaient déjà sur cette machine. On a deux ports joystick. Donc, bien entendu, c'est deux ports joystick de chez Tandy. Voilà, donc il faut avoir les claviers qui étaient vendus chez Radio Shack. Je sais pas quelle était la disponibilité de Radio Shack en France, mais voilà, en Amérique du Nord, c'était chez Radio Shack que tout ça était vendu. Et voilà, il fallait aller acheter ça pas mal là. À l'avant, on a du grillage. On a les deux lecteurs de disquettes que j'ai pris la peine de libeller A et B. Je crois que de base, le A est en bas et le B est en haut. Mais ça, je vais reparler des lecteurs de disquettes. On a le badge ici à l'avant. Ce côté-ci est complètement vide, mais tant qu'à être à l'avant, je vais vous parler aussi du design. Franchement, le design est très joli. Ça fait quand même très professionnel pour l'époque. Comparé à celui d'IBM, voilà, il n'y a pas grand chose à envier. Sur le côté, on a pas grand chose, mais on a le bouton d'allumage qui est un interrupteur assez standard, donc pas aussi jouissif que le gros bouton rouge de chez IBM, mais voilà, ça fait le travail et il le fait très bien. Si on va à l'arrière, hop. Et puis en passant, je vais démonter tout l'ordinateur. Vous allez tout voir dedans. Je vais pas juste enlever le capot et vous dire, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc, le mien a été fabriqué en 1988 et a été, du moins, je sais pas s'il a été revendu, mais je crois que ici vous pouvez voir, je crois que le 90 c'est pour dire que soit qui a été que la garantie étendue a été rajoutée en 1990 pour finir en 91 ou autre chose, là, mais voilà, le mien a été fait en 88. La personne qui m'a donné ça, d'ailleurs, a remplacé cet ordinateur-là par avait remplacé ça par un 486 en 1991. Il a gardé cet ordinateur-là jusqu'en 2012. Franchement, bravo pour lui. Il rentre dans ses investissements. Donc, on peut voir ici, hop, le model number, donc 25-1052. Le truc utilise même pas 1 ampère, franchement. Ça consomme pas beaucoup. Sur le 120 volts, voilà. Donc, ici, on a l'entrée courant, un câble standard. Ici, on arrive encore avec un truc propriétaire de chez Tandy. Donc, c'est une chose que vous allez vous rendre compte si jamais vous avez des ordinateurs Tandy, c'est que ces ordinateurs-là ont beaucoup de trucs propriétaires à l'intérieur. C'est des trucs qui sont bien quand même la plupart du temps, mais voilà, c'est propriétaire. Donc, ici, on a la sortie imprimante. Donc c'est comme ils disent en anglais, un card edge connector, donc un connecteur sur carte. Donc c'est pas le parallèle qu'on est habitué. C'est un connecteur parallèle standard, mais il faut une carte, un câble qui convertit ça. J'ai le câble d'ailleurs, je le chercherai plus tard si ça me tente. Mais voilà, pour brancher ça vers un port Centronics, vers une imprimante. Ici on a un entrée, donc vous pourriez penser que c'est un port série, mais non, ce n'est pas un port série, c'est pour y brancher un light pen. Je sais pas pourquoi ils se sont dit que c'était une bonne idée de mettre un light pen au lieu d'un port série,
Mais voilà, ils ont décidé de le faire parce que oui, cet ordinateur de base ne vient pas avec un port série. Ces deux choses que vous voyez ici, ça vient pas avec l'ordinateur, c'est moi qui les ai rajoutés parce que de base, tous ces emplacements-là sont vides. Ici, on a la sortie DB 9 broches, voilà, CGA, EGA. On a une sortie composite pour le vidéo et l'audio, c'est quand même très bien que ce soit intégré. Et ici, hop, on peut voir qu'on a des slots d'expansion, donc on peut y mettre jusqu'à 5 cartes, ce qui est, ma foi, quand même assez élevé pour une technologie qui n'a que 7 IRQ. Oui, on fait très vite le tour des IRQ sur ces machines-là. Donc, bon, hop, on va passer à... Allez, voilà, à l'ouverture du machin. Pour ouvrir le Tandy 1000, c'est d'une simplicité monstrueuse. On dévisse deux vis. Les deux qui sont cachés juste à l'avant ici, je suis sûr que vous les aviez même pas remarqués quand je vous ai montré le devant de la machine. Hop. Donc, on les dévisse toutes les deux. Ah. Et on fait glisser le couvercle là. Bon, là, vu que je suis sur un lit, c'est pas tout à fait droit. Donc voilà. Et vous allez voir, on va avoir un ordinateur très bien conçu. Donc ces machines-là étaient très légères pour l'époque parce que le boîtier est pas très grand et il est en aluminium. Tandis que l'IBM PC, le boîtier était grand et était en aluminium, pas en aluminium mais en acier, je crois, très épais. Donc ça fait une grosse différence dans le poids. C'est vraiment... Est-ce que c'est bien zoomé? Voilà, une machine très compacte et bien équipée quand même. Vous pouvez voir à l'avant, on a un gros parleur qui est assez intéressant. On a les 5 slots d'extension. Mais bon, voilà, donc le coprocesseur qui est ici. J'y reviendrai après. Je vais mettre la carte ailleurs, puis je vais vous zoomer dessus pour que vous puissiez bien voir. On a le bloc d'alimentation à l'arrière, qui est un bloc d'alimentation propriétaire avec un connecteur propriétaire. Mais ça, à la limite, c'est pas très très grave. Et voilà, donc je vais enlever le lecteur de disquette. C'est très simple, hein. On a deux vis ici, deux vis là, et une sur le côté. On peut retirer tout l'assemblage, déconnecter les câbles d'alimentation et le câble de lecteur de disquette de sur la carte mère. Et on va pouvoir accéder à tout ça. Bien, donc je vais vous parler maintenant des lecteurs de disquette. Donc, faut savoir qu'un autre truc propriétaire de chez Tandy, c'est à propos des lecteurs de disquette. Donc, vous pouvez voir ici, hop, que les lecteurs de disquette en eux-mêmes sont pas propriétaires. Vous pouvez voir, c'est des... je vais retirer le ruban. Hop, vous pouvez voir que les lecteurs sont pas propriétaires, c'est des TIAC. Hop. Ah non, sur lui-ci, vous allez mieux voir. Voilà. Ce sont des TIAC FD 55BR-521-U. C'est pas des lecteurs de disquette qui sont spéciales, issus du lecteur de disquette commun de chez TIAC, voilà, c'est rien de fabuleux. Mais vous remarquerez que le ruban n'est pas comme un ruban de lecteur de disquette standard. Est-ce que j'en ai un sous la patte? Alors, vous pouvez voir, hop, voici un ruban de lecteur de disquette standard de chez IBM et tous les autres compatibles PC. À ma connaissance, Tandy est le seul à avoir fait ça. Vous pouvez remarquer que dans le ruban, on a les câbles ici qui sont tournés. Pourquoi les câbles étaient tournés? Bien, c'était pour rendre l'assemblage plus simple que pas besoin de configurer chaque lecteur dans chaque ordinateur. Donc, ça simplifie la tâche. Donc, les deux lecteurs de disquette dans le PC sont vus comme ayant l'ID, l'identifiant, donc. ID étant l'acronyme pour identifiant en anglais. Ayant l'acronyme D1. Donc, je me rends compte que vous voyez pas. Attendez 2 secondes. Bien, donc, comme vous pouvez voir, hop, ils ont l'identifiant D1. Au-dessus, c'est des zéros. Donc,
Donc sur les IBM PC, c'était les deux lecteurs étaient identifiés, comme D1. Le twist dans le câble ici permet de pouvoir changer de lecteur de disquette sans changer son adresse. Or, chez Tandy, ils ont fait l'inverse et il faut mettre deux adresses différentes au lecteur pour que l'ordinateur puisse s'adresser au lecteur. Donc, bien entendu, le lecteur B a l'ID 1 et le lecteur A a l'ID 0. Donc, si vous voulez utiliser ces lecteurs-là dans un IBM PC, vous pouvez, mais vérifier l'ID du lecteur de disquette. Et si vous voulez utiliser un lecteur de disquette dans un PC, un lecteur de disquette 5 pouces, même 3 pouces et demi, assurez-vous qu'il y a l'ID qu'il vous faut. Sinon, voilà, vous aurez, il fonctionnera pas. L'ordinateur ne pourra pas le voir. Donc, ça c'est le truc spécifique qu'il y a à savoir sur les lecteurs de disquette. Donc, faut savoir que vous devez placer l'ID pour pouvoir l'utiliser, pour que le Tandy puisse voir les deux. Sinon, il ne le verra pas. Donc, on va mettre ça de côté. D'ailleurs, remarquez, hein, c'est mis dans une cage. C'est vraiment bien fait. Donc, hop, on peut se débarrasser de la cage si on veut. Je vais continuer de démonter tout ça. Je vais vous montrer le bloc d'alimentation et ensuite on va passer à la carte mère. Bien, donc nous voici dans le bloc d'alimentation. Bloc d'alimentation qui est, comme je l'ai dit, propriétaire, mais qui a l'avantage d'être très bien fait. Donc déjà, tous les matériels sont connectés. Le ventilateur pèse une demi-tonne et il est, où c'est écrit brushless DC fan. Donc pour ceux qui pensent que c'est que les ordinateurs modernes qui ont des moteurs sans brosse, vous vous trompez. Tandy le faisait déjà dans le milieu des années 80. C'est voilà, c'est une excellente marque. Le moteur est en gros plastique, il pèse une demi-tonne. Donc voilà. Un petit peu d'huile et ces moteurs-là tourneront probablement encore pendant 30 ans. Comparativement à beaucoup de moteurs d'alimentation qui, même quand ils ont des... en anglais c'est des bearings, mais j'oublie comment ça se dit en français, mais voilà, quand ils ont l'autre technologie, ils font quand même du bruit avec le temps. Celle-là, tout ce que vous allez entendre, c'est le bruit du ventilateur. Celui-ci ne fait aucune vibration et le moteur ne fait aucun bruit à part le vent, parce qu'il tourne quand même, il déplace beaucoup de vent, ce moteur-là. Aussi, on n'a qu'à lever deux clips et ça peut se retirer. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi qu'on peut faire ça, mais on peut le retirer, voilà. Et ça doit être pour retirer, en fait, la carte. Ça doit être pour ça que c'est là. Vous pouvez voir ici, hop, le connecteur de sortie, c'est un connecteur. Et vous pouvez voir le reste de l'intérieur. C'est bien construit. Il n'y a pas beaucoup de poussière, ce qui donne une indication que cet ordinateur-là n'a pas eu beaucoup d'utilisation dans sa vie. J'ai jamais vraiment nettoyé cette alimentation-là en profondeur, donc vous pouvez voir qu'il n'y a presque pas de poussière. On a des potentiomètres, donc probablement pour ajuster les voltages, je suppose. Donc c'est vraiment une construction simple. Je vois pas beaucoup de pièces qui pourraient causer problème, à part les grosses résistances. Peut-être les condensateurs, mais comme vous pouvez voir, ils sont dans un état parfait. Il n'y a rien qui a coulé sur la carte encore. Il n'y a aucun résidu, donc les condensateurs n'ont pas coulé. Donc ça aussi, c'est un bon début. Donc c'est pas une alimentation... oui, c'est probablement une alimentation à découpage. Il n'est pas écrit, hein? Non. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est pour le bloc d'alimentation. Comme vous pouvez voir, il est très bien fait et il n'y a pas grand-chose à en redire. Vous allez dire, ouais, mais t'es pas un expert. Oui, donc je suis pas un expert, je connais pas grand-chose, mais voilà, je veux dire, j'ai déjà vu des alimentations bas de gamme sans nom, El Cheapo de la Chine, puis voilà, c'est quand même beaucoup mieux construit que n'importe quoi que j'ai vu. Donc, donc on va passer à la carte mère. Bien, donc nous voici
voici la carte mère. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas une carte mère XT standard. C'est pas de l'AT non plus, c'est le format propriétaire de Tandy. Donc, je vais essayer de vous montrer les puces les plus importantes. Je vais pas tout vous montrer. Et aussi, de toute façon, j'ai oublié quelle est la puce qui fait même la vidéo dans cette machine-là, ou la carte son. Donc, voilà, je vais vous montrer juste quelques puces et on va pouvoir passer à la suite. Cette puce-là est pas droite, hein? Ok. Donc, comme vous pouvez voir, le PCB est pas très épais. J'en ai déjà vu un peu plus épais que ça sur du matériel plus bas de gamme. Mais bon, voilà. On a une puce Zilog qui est le contrôleur disquette, donc d'où le fait que le câble contrôleur disquette soit juste là. Ça, c'est la puce qui contrôle la sortie vers l'imprimante. La sortie vidéo, donc je pourrais supposer que ça ici c'est la puce vidéo, mais vous avez qu'à chercher la référence là. Voilà, donc chercher la référence, c'est probablement la puce vidéo. Donc ça c'est des deux puces propriétaires Tandy. Voilà, qui s'occupent qui font de la glue logic. Ici on a le 8088. Donc voilà, avec le coprocesseur. Si on veut activer le coprocesseur, il faut retirer le cavalier ici. On a un autre cavalier ici qui nous permet d'activer que la banque 0, que la banque 0. Donc ça c'est 256 kilooctets par banque, on a deux banques. Vous allez me dire où est le 128 kilooctets qui manque. Il est ici. Voilà, Tandy, on fait ça un peu étrangement. On a 128 kilooctets de mémoire juste à côté du processeur. Ensuite, on a jusqu'à 512 kilooctets de mémoire à l'autre bout de la carte. Voilà. Si vous allez remarquer, hop, l'ordinateur a été, la mémoire a été augmentée 1 an après son achat. Donc de base, c'est de la... Non, peut-être... Voilà. Donc, MT 1259-12, donc la 12 nanos... Non, c'est de la droite, non, pas de la 12 nanosecondes. Ça va de la 120 nanosecondes, pardon. Parce que là, on serait dans des puces de SRAM, sinon. Ça doit être 120 nanosecondes, ou c'est des millisecondes. Ici, on a les puces qui ont été rajoutées sont des 150, donc des -15. Ce sont des LM33256K. Et les autres puces ici, les 128 de base, sont les mêmes que les autres. Voilà, donc le cavalier ici permet de choisir entre 300 quelque chose et 640. Vous remarquerez, je sais pas où c'est écrit, attendez 2 secondes. C'est écrit ici, voilà. On peut voir ici Tandy Corporation, copyright 1986, made in USA. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien qui est fait aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, hein, mais pour retirer le bloc d'alimentation, il faut dévisser la coque de plastique ici, qui est à l'arrière. Et vous la soulevez, vous vous arrangez pour déclipser le bouton ici, et ça s'enlève comme ça. Hein, donc, voilà. Bien, donc, tout est mis en place. Donc, vous êtes probablement en train de vous dire, pourquoi tout ce matériel-là? C'est tout ça juste parce que j'ai pas de clavier. Donc, il me faut un deuxième ordinateur, un second écran, et j'ai fait un petit truc que je vais vous parler plus tard, parce que ça vaut quand même la peine d'être discuté. Donc, on va ouvrir le Toshiba. On va commencer par insérer les disquettes. Donc, j'ai fait 2 disquettes à partir du 486 DX4, qui est mon seul lecteur 360 kilooctets en service sur un ordi en ce moment.
Les deux autres ordi ayant un lecteur 5 pouces et quart sont de 1,2 mégaoctets. Et ça peut créer des incompatibilités. Donc je préfère les avoir fait sur un vrai lecteur 360 kilooctets. Donc on les sort de la pochette. Celle noire va dans le lecteur A et celle B va dans la deuxième disquette va dans le lecteur B. Donc puisque ces disquettes font 360 kilooctets, ça représente un problème de taille, littéralement. Donc, puisqu'une disquette contient 360 kilooctets, on peut pas mettre beaucoup de choses. Déjà que simplement installer le système MS-DOS 6.32 sur la disquette bootable prend près de 200 kilooctets. Donc, ça n'en laisse pas beaucoup. Donc, j'ai rajouté des utilitaires dans cette disquette, comme Headline, parce qu'il me faut absolument un éditeur de texte en mode ligne de commande. Malgré que je déteste Headline. J'ai rajouté aussi quelques petits utilitaires. Et dans l'autre disquette, ce ne sont que des utilitaires MS-DOS, comme par exemple Xcopy et tout ça. Ensuite, la seconde télé, c'est pour avoir accès à la sortie vidéo de l'ordinateur, puisque je vais quand même pouvoir vous montrer un truc avec la sortie vidéo, parce que j'ai une souris, donc je peux quand même naviguer dans des programmes qui offrent l'option de la souris. Pour ça, je vais pouvoir vous le montrer, et ces programmes sont en mode graphique, donc je me dois d'avoir une souris de mise sur l'ordinateur. Bien, donc maintenant que l'ordinateur est ouvert, on peut aller dans Accessoires, Hyperterminal. On peut ouvrir. Hop, j'en ai fait un pour le Tandy spécifiquement. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à ouvrir le Tandy. Je vais vous laisser entendre le bruit qu'il faut au démarrage. Donc voilà, très silencieux. L'ordinateur compte la mémoire. Ça devrait commencer à charger. Donc, je crois que je vais commencer à parler en fait de ce que c'est ce programme. Donc pendant que ça charge, donc vous pouvez voir, hop, ici c'est mon lecteur zip sans externe en version parallèle. Donc vu que iOmega a jamais supporté officiellement les lecteurs zip 100 sur un 8088, il a fallu que quelqu'un fasse un programme, un 6, pour justement pouvoir l'utiliser sur un 8088. Donc c'est ce que cette personne a fait. J'ai été chercher son programme, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Malheureusement, le programme est payant et tout ce que j'ai, c'est la version démo qui fonctionne que pendant 7 minutes. Toujours le chiffre 7, et ensuite le programme éjecte la disquette et il ne nous permet plus d'accéder au disque jusqu'à ce qu'on redémarre l'ordi. Donc ça c'est un peu dommage, mais voilà. Donc hop, on va donc charger le programme souris en mémoire. Donc AMOUSE/2 parce que la souris est sur le COM2. Voilà. Donc, on va maintenant passer sur cet écran-ci, lequel qui a... je vais aller chercher le programme et je reprends. Donc, pardon, j'ai atteint la taille maximale que je peux enregistrer. Voilà, donc FAT32 oblige, hein, quand le fichier est arrivé à 4 gigaoctets, je peux plus, la caméra peut plus enregistrer. Donc c'était sur le premier disque. Donc voilà. Ensuite, on va donc démarrer un programme qui s'appelle SI, qui va nous permettre de voir les performances du Tandy 1000 comparativement à, par exemple, un XT.
Donc voilà, donc j'enregistre tout sur le DVR. Du moins tout ce qui sort de la sortie graphique du Tandy. Le reste du texte sort par le terminal. Ou donc cet ordinateur-là est très lent, donc ça va être long de charger ça. Donc bon, là vous devriez avoir l'incrustation du DVR là, par-dessus l'image, là, puis ma voix par-dessus en fait l'incrustation. Cette vidéo va demander beaucoup de montage parce qu'elle est déjà très longue. Bon, voilà. Donc, on peut aller dans Performance, vitesse du processeur. Et vous voyez que l'IBM XT fait le magnifique score de 1.0 et mon Tandy 1000 fait le score de 1.2, ce qui est pas n'importe quoi. Donc, on va aller ensuite voir dans... non, la mémoire, ça, on s'en fout. J'ai pas assez de mémoire pour que ça vaille la peine d'en discuter. Donc, on peut voir ici, hop, interruption matérielle. Donc, vous pouvez voir ici, hop, que j'ai que 8 IRQ. Donc, le premier, c'est l'horloge, bien que l'horloge, je l'utilise pas vraiment. Clavier réservé comme 1, 2 disques durs, qui n'est pas utilisé. Donc, techniquement, j'ai l'IRQ5 de libre. Ensuite, lecteur de disquette. Et l'IRQ7 est utilisé par le LPT. Voilà. Donc, on a aussi les ports d'entrée-sortie. Voilà, donc... voilà. On peut voir aussi Tandy, adaptateur CGA. C'est pas vraiment du CGA, mais la carte est compatible CGA. Sinon, la carte peut faire plus que du... voilà, que du CGA. Là, elle peut afficher 16 couleurs. Donc, bon, voilà. Donc, ça, c'était... pas mal... ce que je voulais vous montrer sur l'ordinateur, parce que bon, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, hein, donc on va quitter. Voilà. On va retourner sur le terminal. Je vais vous montrer le lecteur C. Dire. Donc vous pouvez voir que ça lit à partir du port parallèle. Donc voilà. Donc je vais faire un X-copy, je vais mesurer la vitesse du port parallèle. Je vais copier une disquette, la disquette A est presque complètement pleine. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est faire un petit X-copy. Bien, donc ça l'a terminé. Donc ça l'a copié 194 kilooctets en 1 minute 13 secondes. Donc on va calculer ça sur la calculatrice de 1975. Voilà, donc 60 plus 13, donc 73, ouais c'est ça fait 73, donc 194 divisé par 73, ça veut donc dire que ça va à 2.6 kilooctets secondes. Bon, c'est quand même mieux que le port série. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir si ça me dit que la démo est terminée. Donc là, access denied. Oui, j'avais compris. Par contre, ce serait bien que tu me redonnes accès à l'ordinateur. Bien, donc allez. Où est le bouton reset? Il est là. Voilà. Donc, voilà. Sinon, moi, j'ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à montrer. Je crois que je ferai peut-être une autre vidéo sur le Tandy 1000. Ce sera une... Voilà, ce sera une vidéo probablement qui aura rapport avec une certaine carte 3Com. Donc, voilà, j'ai pas encore terminé avec cette machine-là. Dommage que j'ai pas le clavier, mais maintenant que je peux l'utiliser par le terminal, je vais pas me gêner pour faire des tests avec.
Donc voilà, je vais mettre quelques liens dans la vidéo parce que ben, deux choses déjà, je vous mets le lien vers PalmZip qui va vous permettre d'utiliser un lecteur de disquette sur le port parallèle. Donc vous pourrez avoir que la version démo. Si vous l'achetez, ben, vous la payez, ben, vous aurez accès en tout temps au lecteur. Peut-être me donner une copie si vous l'achetez, ce serait gentil. Mais plus sérieusement, voilà. Aussi, si vous voulez des informations sur des vidéos informatives sur les 80-88, les temps 10 000, les PCXT. Il y a une chaîne anglaise que j'ai trouvée, je la suis depuis des années. Malheureusement, la personne fait plus beaucoup de contenu, mais le contenu qu'elle a fait est encore plein de ressources. C'est grâce à cette personne-là que j'ai appris que les lecteurs de disquettes Tandy ont des idées différentes, parce que la nappe est pas twistée. Donc voilà, vous allez apprendre plein de petites choses sur cette chaîne-là. Bien entendu, c'est des vidéos qui sont comme les miennes, qui sont pas organisées du tout. Quoique les miennes, celle-ci est un peu organisée, mais voilà, les siennes sont pas vraiment organisées. C'est la caméra qui est mise devant l'objet et le monsieur parle. Donc voilà, c'est un peu le genre de personnes qui parlent à la caméra puis qui disent leur connaissance sur la rétro-informatique. Donc ça va être les deux liens qu'il devra avoir en bas dans la vidéo. Voilà, donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.